CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Il est pour l'instant 16h34 minutes comme on l'a annoncé précédemment. Nous avons avec nous en ligne la conseillère de ville pour le district de Delormier et aussi la conseillère associée au comité exécutif de la ville de Montréal. Il s'agit de Madame Marianne Giguère. Bon après-midi, Madame Giguère. Bon après-midi, comment allez-vous? Ça va très bien parce que dans un flot de mauvaises nouvelles, qu'on reçoive un petit quelque chose de bon, n'est-ce pas? On se dit, mieux vaut prendre et surtout voir le verre à moitié rempli. Absolument, absolument, vous avez bien raison. Alors donc, on annonce une belle nouvelle, donc c'est sur le plateau Montréal. On a réaménagé une rue devant une école où près de 400 enfants du primaire pourront jouer en toute sécurité, alors qu'on parle d'insécurité dans les quartiers, dans les zones scolaires. C'est extraordinaire que vous puissiez penser et réaliser ce projet, Madame Giguère. Oui, et c'est d'autant plus extraordinaire que c'est un projet qui a été voulu, je dirais même désiré ardemment par les gens de l'école. Donc c'est vraiment le conseil d'établissement de l'école qui depuis quelques années déjà caressait ce projet-là de pouvoir utiliser cette rue-là, occuper la rue qui est adjacente à la cour d'école pour que les enfants aient davantage d'espace pour jouer pendant les récréations, mais aussi même les enseignants, les enseignantes puissent aller à l'extérieur, profiter de ces espaces-là pour travailler d'autres formes de façon de faire les classes, d'autres apprentissages. Et il faut dire qu'à la cour de l'école, c'est l'école Paul Bruchézy, là, qui est sur le boulevard Saint-Joseph au coin de la rue Lanaudière. Ils ont eu la chance d'avoir un beau nouveau gymnase là, qui a été construit par le ministère de l'Éducation il y a quelques années, mais ils l'ont construit dans la cour d'école. Hein. Il n'y avait pas d'autres espaces. Mm-hmm. Et là, depuis ce temps-là, la cour d'école est encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Et là, c'était devenu un peu urgent là, de leur donner de l'air, de leur donner de l'espace. Et ça donnait bien parce que cette rue-là de la Naudière, elle se trouve entre l'école et l'église. On a la magnifique église Saint-Stanislas de Cosla qui est là. Donc, tout l'avant de l'église, c'est un grand parvis qui est à toute pratique, là, un espace vert, un parc avec des arbres. Et ensuite, il y a l'église qui est très grande. Et c'était donc un petit peu... Comme prédestiné, hein? Exactement. C'est comme si on créait, en éliminant la circulation automobile sur ce petit bout de rue-là, c'est comme si on raccordait... le terrain de l'église, cet espace vert-là, avec l'école, avec la cour d'école. Donc, il y a une continuité, effectivement, qui est naturelle. Certains qui diraient, qui pourraient même aller de soi. Et donc, on ne vient pas changer les habitudes de riverains. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de résidents. C'était la situation idéale, d'autant que sur ce petit bout de rue-là, il n'y avait pas une circulation intense déjà. Non plus, non, c'est ça. C'est déjà un secteur dans le plateau Mont-Royal qui a été
qui a été apaisé, pour lequel on a travaillé là, depuis plusieurs années pour limiter le plus possible la circulation de transit, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens en voiture qui aimeraient pouvoir s'éviter le trafic sur les artères et passer par les petites rues locales pour atteindre le pont Jean-Cartier ou le centre-ville, mais ça fait longtemps aussi que les citoyens nous demandaient de limiter ce transit-là pour que les rues locales soient paisibles, soient sécuritaires et que ce soit confortable pour tout le monde. On pense, oui, aux enfants, évidemment, qui se rendent à l'école, mais aussi on a des personnes aînées qui se déplacent. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent à pied, qui n'ont pas de voiture dans le quartier. Donc, on voulait que les rues soient très accueillantes pour les gens qui se déplacent autrement. Et évidemment, on maintient l'accès en voiture pour les résidents. Là. Tout le monde peut accéder à sa maison là, malgré ces changements-là. Mais ça aurait pu être plus difficile s'il s'agissait d'un secteur à condo. Donc, de petites unités où chaque personne possède une voiture, ça aurait été un petit peu plus difficile. Heureusement, ce n'est pas le cas. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas, mais vous savez, on a l'espoir que avec cette expérience-là, là, il y a peut-être d'autres écoles qui vont le voir puis qui vont dire, hey, ben nous aussi, ça nous servirait bien. Il y a peut-être un petit bout de rue qui s'y prêterait aussi très bien. Et à ce moment-là, quand c'est toute une communauté autour de l'école qui se mobilise puis qui se dit, ben regarde, même si moi j'habite ici, même s'il y a des gens qui vivent ici, peut-être que tout le monde en profiterait. Peut-être qu'on peut s'organiser pour se stationner ailleurs, dans des rues adjacentes, pas très loin. Et peut-être que finalement, le gain pour la collectivité serait supérieur aux inconvénients que ça causerait. Donc, quand on a une première vitrine comme celle-là de ce que ça peut donner, une place école, de ce que ça peut créer comme nouveau lieu de socialisation quand les parents vont chercher leurs enfants après l'école ou le matin en prenant leur café, ben ils peuvent rester, ils peuvent discuter. Il y a de la place, les plus jeunes peuvent jouer. Il y a quelque chose qui est créateur d'un sentiment de communauté qui est tellement riche quand on se prend la place. Alors, on va rappeler encore pour ceux qui n'écoutaient pas au tout début de l'entrevue qu'il s'agit vraiment de l'aménagement d'une grande cour dans la rue pour une école de 400 élèves. Et c'est une cour de récréation, n'est-ce pas, etc. Et quand vous parlez de la possibilité pour d'autres écoles de vouloir imiter cette école, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on entendait que les autorités scolaires flirtaient avec la possibilité justement de créer des cours de récréation à l'étage de l'école, tellement qu'il manque de place dans les cours de récréation. Vous avez entendu, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai entendu. Hein? Mais c'est étonnant parce que on sait aussi que les écoles manquent de locaux, manquent cruellement de locaux. On a des écoles qui ont installé des maisons mobiles, là, des unités mobiles à l'extérieur dans les cours d'école pour ajouter 2 ou 3 classes parce qu'il manque d'espace. On sait que les écoles primaires n'ont plus de bibliothèque des fois ou de salles de musique ou de salles d'art plastique parce que ces locaux-là sont réquisitionnés pour ajouter des classes. En tout cas, c'est comme ça dans la commission scolaire de Montréal, très certainement. Donc, il manque d'espace, c'est certain. Et puis, si on a à cœur l'éducation des enfants, le fait qu'ils puissent bouger, avoir accès à des lieux extérieurs aussi où ils peuvent lâcher leur fou, bouger, dépenser de l'énergie, mais aussi apprendre autrement que dans des salles de classe. Hein. On sait que c'est pas tous les enfants à qui ça convient d'être assis à un bureau toute la journée pour apprendre. Ils n'apprennent pas de façon optimale de cette façon-là. Ben, il faut être créatif, puis peut-être même un peu audacieux, puis repenser comment les espaces autour de nos écoles sont utilisés. Est-ce que c'est des stationnements? Est-ce que c'est des rues, justement, qui sont peut-être pas nécessaires pour que les gens puissent se déplacer dans un quartier? Et c'est ça c'est la réflexion qu'on aime, amener avec cette nouvelle place école-là. Et ça, c'est le bon côté de la chose. Lorsqu'on est dirigeant, on prend une décision qui semble faire l'unanimité.
Mais maintenant, dans d'autres situations, je n'ai aucune difficulté parce que la radio se trouve dans Saint-Michel et on voit déjà le nombre de plaintes, le nombre de manifestations, et quasiment la guerre entre automobilistes et cyclistes, etc. C'est pas toujours évident de prendre des décisions comme ça, hein, d'enlever des places de stationnement parce que Montréal, c'est une île, c'est une ville, mais c'est une ville à voiture aussi. Faut faire la part des choses et c'est là où le rôle de l'élu n'est pas toujours facile à jouer. Non, mais vous avez raison. On est obligé, bien évidemment, de tenir compte des besoins de tout le monde. On est obligé de s'assurer que les accès demeurent pour tout le monde, que les gens, oui, tu sais, vont éventuellement trouver une place pour stationner leur voiture s'ils en ont absolument besoin. Il y a des quartiers où c'est plus difficile, tu sais, du fait peut-être qu'il y a moins accès à du transport collectif. C'est plus difficile pour des gens qui ont des horaires de travail un peu plus atypiques aussi. Mais il en demeure pas moins que il y a beaucoup d'endroits à Montréal où c'est possible de vivre peut-être avec une voiture de moins par ménage, en avoir une au lieu de deux. Il y a de plus en plus d'alternatives qui existent et c'est aussi notre rôle comme élu de favoriser ces alternatives-là à la possession de voitures, de présenter aux gens quelles sont ces alternatives, de les rendre confortables, sécuritaires. Vous savez, il y a 1,2 % de toute la voirie à Montréal qui est consacrée aux pistes cyclables. Ça en laisse 73 % qui est consacré à la voiture, les rues et le stationnement. Il y a encore beaucoup de place pour équilibrer un petit peu. Comprenez, Mme Giguère, les automobilistes avaient 98 % et on en perd de jour en jour, de plus en plus, de sorte que l'administration, on puisse dire que l'administration plante, c'est une administration de plantes vertes, n'est-ce pas? c'est du vert. Ouais. Cela dit, en prenant des décisions comme ça, on le sait que on va dans le sens de l'écologie, n'est-ce pas? Faire de petites marches à pied avec notre enfant pour aller à la voiture qui est stationnée un petit peu plus loin. Ça permet à la famille aussi d'être un petit peu plus unie, d'avoir le temps, etc. Tout concorde bien jusqu'au moment où on se dit, oui, quelquefois, ça serait peut-être mieux de prendre le transport collectif, mais vous faites face. La ville de Montréal, les 5 plus grandes villes de la région métropolitaine, elles se sont mises ensemble pour crier famine pour le transport collectif et le gouvernement du Québec vient de dire pas plus que 20% de vos besoins. Alors, donc, on commence à regarder des alternatives, genre fermer le métro à compter de 23 heures, etc. Mais c'est pas drôle. Il faut qu'on ait une cohérence entre les décisions qui sont prises par rapport aux moyens dont on dispose, non? Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour cette raison-là que hier après-midi, il y a eu un front commun des villes, la communauté métropolitaine de Montréal. On a 82 municipalités qui font front commun et avec d'autres aussi pour dire, pour objecter là, aux décisions du ministère de la Mobilité et du Transport, que cette avenue-là n'est pas viable. Et effectivement, les villes semblent avoir une prise de conscience qui est beaucoup plus aiguë de l'urgence d'investir massivement dans les transports collectifs. Et la ministre de la Mobilité doit embarquer. Là, je pense qu'elle va être ouverte à discuter davantage parce qu'elle va se rendre compte qu'à un moment donné, on va étouffer Montréal et la grande région de Montréal là, en ne donnant pas la possibilité aux gens de se déplacer. Éventuellement, avec l'inflation, les prix ici vont faire en sorte que posséder une voiture et mettre de l'essence dedans, et même si elle est électrique, ce qui n'est pas accessible à la plupart des gens, les gens ne pourront plus se payer de voiture non plus. C'est une dépense qui est incroyable pour un ménage dans une voiture. Et il y a bien des gens que s'ils avaient une alternative efficace, ils s'en passeraient volontiers. Là, ils seraient bien plus riches en plus.
Mais que voulez-vous, je ne sais pas si cette expression est une expression heureuse, qu'on ne repousse pas le progrès. Est-ce que la voiture est encore considérée comme un signe de progrès dans la société? Mais on a besoin de voitures. C'est un besoin quasiment élémentaire dans nos sociétés occidentales, de grandes villes, entre autres. On ne peut pas revenir à l'âne ni au cheval, là. Hein? Non, mais c'est vraiment pas ce qu'on dit non plus. Là, je pense qu'on a moyen de s'organiser, puis on a des exemples de grandes villes ailleurs dans le monde qui le font très bien, là, où le taux de possession de voitures est très, très bas. On a malheureusement fait des choix des mauvais choix dans la façon dont on a développé notre territoire. On a fait des mauvais choix quand on a arraché les rails des tramways. On avait un très bon système de tramways. On avait un système de train qui amenait les gens. On pouvait aller skier là, dans les Laurentides en train il n'y a pas si longtemps. Tu sais. Donc, la ville où les gens vivaient très bien sans posséder de voiture, où les gens avaient accès à des loisirs, elle a déjà existé à Montréal et elle continue d'exister ailleurs dans le monde. Donc, mais à cette époque, il nous manquait la voiture. On sentait qu'on n'était pas suffisamment bien et on a tout fait pour créer la voiture, n'est-ce pas? Et les autres moyens de transport. Est-ce qu'on peut penser à revenir à l'ancienne mode, à l'ancienne vie? C'est comme ça que je dis, on n'arrête pas le progrès, madame. Non, mais je pense que d'imaginer que chaque individu devrait pouvoir se déplacer dans sa voiture individuelle, dans des voitures qui sont de plus en plus grosses, qui consomment énormément d'énergie, de matériaux, qui ont 4 ou 5 places pour une moyenne de une personne, 1,2 personnes de déplacer à chaque fois, que c'est pas le progrès, ça non plus. Là. C'est pas viable. C'est pas le progrès, c'est un non-sens. Quelque part, en tout cas, si on partait de zéro puis qu'on se disait comment on va déplacer 4 millions de personnes dans une région comme Montréal, puis qu'on se disait, hey, la bonne façon, ça va être un véhicule de métal sur 4 nœuds en caoutchouc qui occupe 7 mètres carrés une fois qu'il est stationné 80% du temps de sa vie. On se regarderait et on se disait, voyons, je pense pas que c'est ça la bonne façon. Madame Giguère, j'imagine que vous prêchez par l'exemple, que vous n'avez pas de voiture, vous n'avez même pas une clé d'auto, rien de tout ça, pas de 4 pneus, rien. Eh bien non, je n'ai rien de tout ça. J'ai la chance d'habiter l'arrondissement du plateau, j'ai un vélo, mes enfants. Oh, mais toujours les riches. Toujours les riches du plateau qui viennent nous narguer, hein. Merci. Ouais, non, mais je suis certain que j'ai plein d'amis et de collègues qui le font un peu partout qui sont pauvres comme moi, Madame Giguère. Oui, je sais. Merci beaucoup. Marianne Giguère, conseillère de ville pour le district de Delaunay et conseillère associée au comité exécutif de la ville de Montréal. Je vous remercie, Madame Giguère, d'avoir pris du temps. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, au revoir.